Près de 6 mois après le début de la guerre avec le Hamas et ce massacre du 7 octobre dernier, Benjamin Netanyahou est sous haute pression d'abord pour libérer les otages et pour protéger davantage la population civile de Gaza. Il s'est toujours opposé aux accords d'Oslo en 1993, à un traité de paix en fait. Alors, son maintien au pouvoir actuellement, qui est très contesté, est-ce un obstacle à la paix? Quels sont les autres obstacles à une paix durable? Alors, pour comprendre les origines de cette guerre, le journaliste Pierre Aski publie ces jours-ci Une terre doublement promise. Je lui ai parlé en fin d'après-midi. Pierre Aski, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir, merci. Écoutez, vous êtes un observateur absolument privilégié de cette scène où se déroulent les plus grandes tragédies de notre siècle. Vous publiez Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit. Ce titre, Une terre doublement promise, on dit généralement c'est le nerf de la guerre, mais c'est le nœud de la guerre, n'est-ce pas, pour vous aussi? Oui, tout à fait. En fait, cette phrase m'a été inspirée par une déclaration qui remonte à 1929, donc bientôt 100 ans, d'un dignitaire musulman à Hébron, et qui a déclaré au journaliste français Albert Londres les Britanniques ont promis un foyer national au peuple juif. Regardez autour de vous, il y a déjà un foyer national. 2 foyers nationaux pour la même terre, c'est la guerre. C'était en 1929 et ça résume le conflit d'aujourd'hui, il faut bien le dire. Et ça résume aussi ce qui se passe depuis particulièrement 1948, une date qu'on évoque souvent depuis le 7 octobre. À savoir qu'il y a eu des événements dramatiques et que ces deux peuples, palestiniens et juifs, ne pouvaient pas se partager la même terre. Oui, c'est le drame historique, ce sont ces occasions ratées. Effectivement, il y a eu un plan de partage en 1947 par les Nations Unies qui venait à peine d'être créé, et ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'il y a un seul de ces deux États qui a été créé, qui est l'État d'Israël. Les Palestiniens n'avaient pas vraiment le droit à la parole, ce sont les États arabes qui parlaient en leur nom, et il y a eu cette guerre, il y a eu ce que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, c'est-à-dire le départ, soit en fuyant les combats, soit forcé, parce que des dizaines de villages ont été rasés, de ce qui est devenu le problème des réfugiés palestiniens, aussi bien au Liban, en Syrie, en Jordanie, qu'en Cisjordanie et à Gaza. Et le fameux enjeu du droit du retour, on y reviendra peut-être. Cela dit, vous écrivez « Les Palestiniens paient pour la dette morale des Occidentaux alors qu'ils sont étrangers, au fond. » Parce que l'installation de l'État juif dans cette zone-là, qui était déjà, peut-on dire, occupée par les Palestiniens, ça a été une étincelle. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte historique extrêmement particulier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'horreur de la Shoah, donc l'extermination des Juifs d'Europe, et la nécessité de trouver un refuge à la fois pour les survivants, mais aussi pour le peuple juif tout entier. Et donc cette création de l'État d'Israël est apparue aux puissances occidentales de l'époque, mais aussi à la Russie, enfin à l'Union soviétique à l'époque, comme la solution, sans prendre véritablement en compte l'opinion ou le fait qu'il y avait déjà des habitants sur cette terre. Et c'est le nœud historique du problème. Et les Palestiniens ont le sentiment, encore aujourd'hui, d'avoir payé pour cette histoire à laquelle ils sont étrangers. Oui, parce que la guerre est au rendez-vous dès le début de la création d'Israël. Est-ce qu'il y a pour vous un chemin pour la paix? Dans votre livre, vous parlez de déconfliction. Et je vais vous montrer une photo qui est très évocatrice pour vous, que vous décrivez comme étant le seul et unique espoir de paix. Ça s'est passé à la Maison-Blanche en 1993, avec cette fameuse poignée de main devant Bill Clinton, Arafat et Rabin. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette photo? Écoutez, c'est l'une des photos du XXe siècle, l'une des grandes photos du XXe siècle. Elle restera pour l'éternité. À une époque, il faut se remettre dans ce contexte où on croyait au miracle. Il y avait eu la chute du mur de Berlin peu de temps avant, en 1989. Il y avait la libération de Mandela en Afrique du Sud au même moment, la fin de l'apartheid. Et vous avez cette poignée de main. Et donc, moi, j'étais correspondant de Libération le quotidien français Libération à Jérusalem à ce moment-là. Et je peux vous dire qu'une majorité
d'Israéliens et de Palestiniens ont cru que la paix était arrivée, ont cru que, même s'il y avait des choses qui leur déplaisaient dans cet accord, qu'on tournait la page. Et ça a été le seul moment en un siècle où on a véritablement cru ça. Et le drame, c'est que les ennemis de la paix, ceux qui refusaient tout compromis, toute concession, et la paix ne peut être basée que sur des compromis et des concessions, les ennemis de la paix se sont très vite ressaisis après un effet de sidération initial et ont commencé à porter des coups à cette paix. Et c'est là qu'on rejoint la situation actuelle. C'est que ceux qui ont tué l'accord d'Oslo, d'une certaine manière, ce sont l'extrême droite du côté israélien, ceux qui ont commis à la fois le massacre d'Hébron en 1994 et qui ont assassiné Yitzhak Rabin, le Premier ministre, en 1995. Et de l'autre côté, c'est le Hamas, le célèbre Hamas qu'on voit à l'œuvre le 7 octobre et encore aujourd'hui, et qui était déjà à la manœuvre en 1994-95, en reprenant des attentats contre les Israéliens et en faisant élire Benjamin Netanyahou. On a tous les ingrédients de la crise actuelle qui se retrouvent dès 1993-95, c'est-à-dire au moment de cette lueur d'espoir qu'a été le moment d'Oslo. Alors, Netanyahou était dès le début contre cet accord d'Oslo. Il a façonné la politique d'Israël depuis une trentaine d'années, toujours au pouvoir. Son pouvoir est-il vacillant quand on voit les milliers d'Israéliens descendre dans la rue, même un membre du cabinet qui demande des élections anticipées? Est-ce que ça veut dire qu'il est encore aujourd'hui un des principaux obstacles à la paix? Il y a un énorme paradoxe dans la situation actuelle, c'est que vous avez un pays en guerre, Israël, dont à peine 20% de la population a confiance dans son leader. C'est assez exceptionnel. Normalement, lorsqu'il y a une situation de guerre, on fait bloc autour de ses dirigeants et on règle ses comptes après. Là, pendant la guerre, vous avez les images que vous montrez de ces manifestations anti-Netanyahou et cette situation compliquée où 80% des Israéliens soutiennent le but de guerre provoqué par le 7 octobre. Et de l'autre côté, il n'y en a que 20% qui font confiance à Netanyahou. C'est une situation intenable et sur laquelle se rajoute la relation avec les États-Unis. Joe Biden et Benjamin Netanyahou ont des relations qui sont très mauvaises. On le sait bien et ça remonte à bien avant le 7 octobre. Les relations entre les démocrates américains et Netanyahou sont exécrables. Et pourtant, il est toujours au pouvoir et il est en mesure aujourd'hui de bloquer toute tentative à la fois d'amener un cessez-le-feu même temporaire et d'autre part de créer un processus politique auquel il s'oppose. Et de libérer bien sûr les otages. Mais du côté du Hamas, l'objectif d'Israël est vraiment de l'éradiquer. Plusieurs estiment que c'est impossible d'éradiquer le Hamas. D'autant que vous rappelez quand même le fait dans votre ouvrage que, puis on l'oublie peut-être trop souvent, que Netanyahou a soutenu le Qatar dans le financement du Hamas pour diviser les Palestiniens et se croyait, et vous dites que c'était comme une assurance, c'était une assurance que s'achetait Netanyahou en soutenant le Hamas. Donc, alors il connaît bien le Hamas. Alors, si Netanyahou est un obstacle à la paix, le Hamas aussi est encore, les extrémistes du Hamas, les terroristes du Hamas sont évidemment un obstacle à la paix. Bien sûr, et je pense que la clé d'une paix éventuelle après cette guerre passera par un changement de leadership des deux côtés. Parce que du côté israélien, on l'a dit, Netanyahou est sans doute en fin de parcours. Et s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est Benny Gantz, qui est membre du cabinet de guerre, mais qui est un rival politique qui serait sans doute élu, lui-même ancien chef d'état-major et qui a la confiance de la population. Et de l'autre côté, du côté palestinien, vous avez d'un côté l'autorité palestinienne avec Mahmoud Abbas, qui lui aussi est en fin de parcours et a perdu toute crédibilité, et le Hamas, qui n'est pas un interlocuteur valable après le 7 octobre. Et donc vous avez besoin d'un nouveau leadership des deux côtés si on veut faire des progrès vers une éventuelle solution qui ne sera pas facile à trouver. Pas facile, mais d'autant plus que je me demande si vous-même, vous y croyez comme observateur chevronné de la scène. Écoutez, je pense que y a pas, vous savez, les solutions, on les connaît depuis des années, voire des décennies. Il n'y en a pas 36. C'est soit le statu quo, c'est-à-dire ni guerre ni paix, mais il a volé en éclats le 7 octobre et personne ne pense qu'on pourra revenir à la situation du 6 octobre. C'est soit un seul État
des gens s'accrochent à ce rêve d'un seul État pour les deux peuples, mais il est clair qu'aujourd'hui, les Israéliens refuseront un seul État et n'accepteront pas d'être éventuellement minoritaires dans un État commun avec les Palestiniens. Donc il ne reste plus qu'une seule solution, ce sont les fameux deux États, Israël et un État palestinien, avec toute la complexité que provoque la situation évidemment de la colonisation. Bien sûr. Il y avait 120 000 colons au moment des accords d'Oslo, il y en a 450 000 en Cisjordanie aujourd'hui. Donc le problème n'a fait que s'aggraver et devenir plus complexe encore, parce qu'aujourd'hui, une partie des colons sont très idéologiques, ils sont religieux, donc ils pensent que c'est Dieu qui leur a donné cette terre et les hommes n'ont pas le droit de les en retirer, et ils sont armés. Et donc cette situation est explosive, mais il n'y a que cette voie-là qui permettra un jour aux deux peuples de cohabiter sur la même terre. Vous écrivez qu'il y a un double impératif, la justice pour les Palestiniens et la sécurité pour les Israéliens. Ben, ça, c'est la voie du compromis. Et le problème, c'est est-ce que ce compromis est toujours possible? Est-ce qu'il y aura des dirigeants, parce que ça passe quand même par là, et on l'a vu en 1993, il y avait Rabin, Peres du côté israélien et Arafat du côté palestinien qui ont accepté de se serrer la main. Est-ce qu'on retrouvera aujourd'hui des dirigeants légitimes et légitimés par leur peuple, capables de se hisser au-dessus de la mêlée et de faire ces compromis? Vous savez, quand j'étais correspondant dans les années 90, les Israéliens et les Palestiniens venaient me voir en disant « il faut qu'on fasse comme vous, les Français et les Allemands. Vous avez fait 3 guerres majeures, vous avez été des ennemis héréditaires de génération en génération. Puis à un moment, il y a des dirigeants qui se sont levés et qui ont dit stop. » Et voilà, cette région du monde attend toujours ces dirigeants-là. Merci beaucoup, Pierre Rasky. Je rappelle que vous signez chez Stock Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit. C'est une lecture incontournable pour comprendre ce qui se passe au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.